Donc voilà, peut-être pour commencer, quelques informations et puis aussi quelques remerciements. Tout d'abord, quelques informations sur l'association Vélophonie dont je fais partie, qui a le plaisir d'animer ce soir donc, cette présentation de livres. Donc, c'est une association bordelaise qui est la petite sœur de Vélocité, que certains d'entre vous connaissent, et donc dont la vocation de Vélophonie, donc, c'est la valorisation du territoire bordelais au niveau international. Voilà, donc on parle de Bordeaux, on essaye en tout cas le plus souvent possible à l'étranger. Voilà, et la deuxième chose qu'on prône aussi, c'est la valorisation de la francophonie dans le domaine du vélo. Voilà, c'est un peu moins connu, mais donc c'est pour ça que ce soir, on est très heureux pour la première fois d'avoir le plaisir de parler d'un livre sur le vélo. Donc c'est vraiment de la littérature, on est en plein dans notre objet social. Voilà, j'arrête de parler de nous. Je voulais aussi parler de la librairie Mola, qui devient un acteur du vélo important. C'est vrai que au début, c'était un peu bizarre d'aller les solliciter pour le vélo. Ils n'ont pas trop compris, mais quand on a bien expliqué les questions de littérature, tout ça. Donc maintenant, ça fait 3 ans qu'ils nous font confiance en termes de partenariat. Et donc, grâce à eux, on a pu mettre en ligne la première bibliographie francophone du vélo, permanente, internationale. Voilà, donc certaines personnes ici travaillent aussi dessus. Donc, ce qui permet partout dans le monde d'avoir accès à une littérature vélo francophone, française entre autres. Voilà, et belge et suisse. Voilà, donc merci beaucoup à Mola. Et puis donc ce soir, c'est vrai que je crois que c'est une des premières fois où on reçoit un auteur qui vient parler d'un livre sur le vélo. Donc voilà, et donc maintenant on va parler de vous. Alors, Faut faire court. donc vous êtes journaliste, Oui. essentiellement, journaliste sportif. Vous avez eu pas mal de casquettes, on pourrait dire, pour un sportif. Ouais. Vous avez travaillé pour le Parisien, Le Monde, l'Équipe. Aussi, vous avez été journaliste associé à Mediapart. Oui. Et puis aujourd'hui, donc, vous faites partie du groupe Moniteur. Vous Exactement. avez aussi une responsabilité importante. Voilà, donc on va aller à l'essentiel. Tout simplement, pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre ? Alors, le premier truc, c'est que je suis d'abord très fier d'être parmi vous ce soir, et notamment cette magnifique librairie, qui est une des plus belles de France, une des plus belles que je connaisse. Donc les Bordelais ont bien de la chance d'avoir une librairie aussi majestueuse, bien implantée, indépendante et dynamique. Donc c'est toujours un plaisir pour un auteur, même si je suis récent dans la carrière, de rencontrer une institution pareille. Mais pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est la première chose, parce que j'aime le vélo. C'est le premier truc. Alors la deuxième question, c'est pourquoi aimez-vous le vélo? Alors je vais répondre à cette question-là finalement aussi. Voilà. J'ai des racines italiennes, comme mon nom le laisse deviner, en tout cas sa voyelle terminale. Je suis petit-fils immigré italien, et le vélo et le football ont nourri mon enfance pour des raisons de nostalgie que j'ai partagées très vite. Mon grand-père maternel, Italo Gandolfo, est un mordu de bicyclette et natif des environs de Gênes, pas loin d'Imperia. Il avait un véritable culte pour la course Milan-San Remo. Il m'a emmené plusieurs fois quand j'étais gamin, mais vraiment tout petit, assister à l'arrivée de cette course qui restait un mythe familial. Et de là, sans doute, m'est venu le goût pour d'abord l'objet bicyclette, et puis ces sportifs un peu étranges qui sont majestueux sur leur vélo et parfaitement ridicules une fois qu'ils en sont descendus. Ils marchent en canard, ils ont des casquettes, ils sont un peu voûtés, ils ont mal aux fesses, aux jambes, enfin ouais, ils sont courbaturés, c'est très curieux. Et quand ils sont sur leur vélo, on oublie tout ça, ce sont des êtres pleins de grâce et qui suscitent le rêve et la passion. L'autre raison, c'est que je pratique moi-même, très modestement, en compétition, encore un peu, hein, mais ce sont les derniers mois, parce qu'après on va passer à autre chose, sinon on va tomber dans le ridicule. Et j'ai 53 ans. Je ne les fais pas, mais je vous remercie, mais je les ai quand même. Grâce au vélo aussi. Voilà, c'est sans doute grâce au vélo. Voilà, cette pratique, ce goût que j'essaie en vain de transmettre à deux de mes enfants, mes deux fils, qui sont plutôt pour l'instant rebelles à l'exercice. Plus tard peut-être. Oui, j'espère, ouais, plus tard. Parce qu'il faudrait bien que je lègue tous ces vélos à quelqu'un. Hein. Alors justement, vous me permettez une transition toute faite. Et combien est-ce que vous possédez de vélos? Il ne faut pas le répéter à ma femme, mais je pense qu'elle s'en doute. Pour l'instant, j'en ai 5. On va dire, on monte que sur un seul à la fois. Et oui, je vous confirme. Mais j'aime tous les 5. Ce sont des vélos italiens, soit des vélos Bianchi, soit des vélos Pinarello. Le dernier que je chevauche encore, c'est un vélo Pinarello en carbone. C'est une très belle machine qui est plus forte que moi, donc elle me fait beaucoup souffrir. Mais je lui pardonne beaucoup de choses parce que c'est vraiment un très bel objet. Voilà. Ce sont des vélos de course? Cette bicyclette-là, et ce vélo, oui, c'est des vélos de course, tous. Ce vélo-là, il dort dans mon couloir. Donc, il est jamais très loin de moi. Sachant que je fais chambre commune avec ma femme quand même. Hein. Il y a des limites à l'amour du sport. Bon. Donc, en même temps, je voulais vous demander aussi combien de temps est-ce qu'il vous a fallu pour écrire ce livre, donc sans question. Alors, matériellement, ça m'a pris à peu près, on va dire 4 à 5 mois de travail quotidien, de recherche et d'écriture. L'écriture, c'est pas le plus compliqué, c'est la recherche pour ces 100 questions-là, établir la liste des questions, donc on aurait pu en faire beaucoup plus.
Mais à vrai dire, c'est un assez bon petit résumé de ma passion cycliste et de ma vie. Donc, je serais tenté de vous dire qu'il m'a fallu presque 53 ans pour l'écrire. Le livre Ah, d'une vie. à peine moins. Justement, à propos de vie, donc je voulais aussi qu'on parle encore de vous et savoir justement par rapport au vélo, puisque c'est quelque chose qui chacun d'entre voilà, c'est quelque chose qui touche chacun d'entre nous dans la mesure où c'est vraiment un référent au niveau de la mémoire. Oui. C'est-à-dire que souvent les premiers souvenirs qu'on a de son enfance, c'est le souvenir d'avoir appris à faire du vélo, d'être tombé, d'avoir réussi. Voilà, ça fait vraiment partie, c'est scientifiquement prouvé. Mhm. Et donc je voulais vous demander vous-même quel est votre premier souvenir à vélo. Et vous m'avez posé cette question hier quand on a Oui, préparé oui, cet oui. entretien et j'ai pas trouvé la bonne réponse suite, donc j'ai réfléchi une partie de la nuit. On va m'empêcher de dormir. Oh là là, oups. Je vous le reproche. Je vais plus dormir dans le train, plus longtemps que prévu. Donc le premier souvenir, c'est le souvenir d'une gamelle, d'une chute, une gaufrette. D'accord. Je chevauchais un vélo Urago, dont je parle dans les premières phrases du livre, qui était Urago, c'était un fabricant de vélos niçois. Je suis né à Nice. 17 rue de la République. C'était un petit vélo d'enfant bleu, des pneus demi-ballon blancs avec un porte-bagages et des poignées de frein en caoutchouc blanc. Je m'en souviens très Souvenir bien. d'enfant, Je ne l'ai plus. précision Voilà. Et oui, exemplaire. tout ça remonte à la surface. Et mon premier souvenir, c'est que je suis tombé dans le jardin de mon grand-père à Saint-Jean-Cap-Ferrat, au bord de la mer Méditerranée, entre Nice et Monaco. Et il m'a relevé, mon grand-père maternel, Italo Gandolfo, m'a relevé et m'a dit « C'est pas comme ça que tu deviendras photocopie ». Alors j'ai compris que pour devenir photocopie, quoique photocopie à la fin de sa vie a ramassé un nombre de gamelles absolument hallucinant. Donc il se trompait un peu, mais c'était pas que comme ça. Donc il valait mieux rester et de trouver le sens de l'équilibre. Et voilà, le premier souvenir, c'est de se souvenir de cette chute. Alors il faut dire que depuis, je suis retombé qu'une fois. J'ai de la chance pour quelqu'un qui a un peu couru. Peut-être que ça va arriver demain, mais je suis retombé qu'une fois à vélo. Voilà, j'en garde un cuisant souvenir. C'est il y a quelques jours, hélas, quelques semaines. Mais voilà, entre temps, il s'est rien passé. J'ai gardé l'équilibre finalement. Pourvu que ça dure. Hein. Oui, oui. Soit vous roulez pas beaucoup, soit vous êtes un Non, grand cycliste. je roule presque trop aux yeux de mon entourage. Bien. Donc je voulais vous demander aussi, alors il y a un certain nombre d'écoles, on va dire, dans le domaine du vélo. Et alors vous-même, est-ce que vous êtes plutôt vélo ou bicyclette? Je connais la réponse, mais c'est vrai que c'est un débat intéressant qui, je pense, mérite alors, quelques définitions. Je sais que, parce que j'ai déjà fait quelques présentations dans des lecteurs, et que ce débat partage la salle et me vaut au début quelques inimitiés. Alors je tiens à lever tout de suite le mystère, le voile sur cette question. J'adore la bicyclette et le vélo. Simplement, il y a deux types de pratiques. La bicyclette qui est celle qui est liée assez souvent à l'enfance, au moment heureux de l'existence ou au moyen de transport, simplement en déplacement. Oui. Hein. On peut aller chercher son pain, sa fiancée, son courrier, ou simplement se balader l'été. Il y a des tas de films qui valorisent la bicyclette comme étant un des instruments du bonheur. Hein. Les dernières images du Vieux Fusil, le superbe film de Robert Enrico, se terminent par la vision de cette famille, hélas détruite par la guerre, mais soudée dans une balade à vélo, évoquée dans un très beau flou sur une belle route de campagne avec le chien qui gambade devant Romy Schneider, la fille de la famille dont j'oublie le nom, et Philippe Noiret, toujours très élégant sur la bicyclette. Enfin, c'est ça la bicyclette, hein, c'est du bonheur. C'est des instants partagés, c'est la famille, c'est la nostalgie, c'est l'enfance. Le vélo, c'est autre chose. C'est le même principe. Hein. Il faut être assis, on tourne les jambes, il faut faire du chemin, il faut être prudent, il faut respecter le code de la route. Mais il y a un rapport au sport et à l'objet qui est un peu différent. L'objet ne devient pas l'accessoire, il devient le principal. Hein, et le bonheur n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a parfois un peu de douleur. Alors peut-être que certains prennent du plaisir à éprouver la souffrance du cycliste. C'est vraisemblable d'ailleurs, parce que c'est un sport d'endurance. Mais voilà, c'est autre chose. Mais il ne faut pas opposer les deux écoles. Je pense qu'elles se complètent. Il n'est d'ailleurs pas impossible que l'âge venant, je fasse moi-même de la bicyclette sur un vélo. Ah. Et je connais beaucoup de champions qui ont commencé à faire du vélo sur une bicyclette. On parlait de Faustocopie. Je crois que Charles de Gaulle lui-même ont commencé leurs premiers exploits et leurs premiers coups de pédale sur le vélo de leur maman qui devait peser à peu près 15 kilos à l'époque, un cadre incliné. Donc vous voyez, il n'y a pas de... Voilà, ce sont deux chapelles, deux écoles, deux tendances, mais elles ne s'affrontent pas, elles se complètent, elles se répondent, elles dialoguent. Bon. Et alors, je voulais vous demander aussi, donc, puisque effectivement, ça fait longtemps que vous pratiquez le vélo, que vous aimez ce domaine, qu'est-ce que vous pensez de nos villes françaises qui sont devenues cyclables? Bon, Bordeaux, mais bon, je sais que vous n'avez peut-être pas roulé... Non, alors je roule jamais à vélo en ville, parce que j'ai peur. C'est vrai. Ouais. Mais à Bordeaux, non, parce que tout est en site propre, il n'y a pas de problème. Je connais, hélas, pas aussi bien Bordeaux que Paris. Villes, hélas, en tout cas, hélas. Oui. Ça a l'air plus agréable, mais à Paris, je n'emprunte jamais le Vélib. Voilà, j'ai la frousse et je fais pas de vélo à Paris. J'ai habité aux marges de la ville pendant longtemps, donc tout près du 12e arrondissement du Bois de Vincennes. Je vais aller m'entraîner avec quelques
petit-fils d'immigrés italiens aussi, parce qu'il y a aussi des pratiques très communautaires, on va dire, dans le vélo. En tout cas, au Bois de Vincennes, c'était le cas. Et j'ai jamais eu l'occasion de me servir du vélo à Paris, et je le ferai pas parce que, voilà, malgré les pistes cyclables et tout, je reste presque trop prudent. Et ce que je veux dire aussi, c'est est-ce qu'il y a... Mais c'est une très bonne chose, évidemment. Ouais. C'est comme le tramway, ça embellit la ville, ça la rend pacifique, ça la rend nostalgique, ça la rend utilisable, ça la rend respirable. C'est voilà, c'est une bonne chose. Le seul problème, c'est c'est les voitures qui subsistent, quoi. C'est le danger qui est là. Et parfois, il faut le dire, l'incivilité de quelques cyclistes, parce que c'est parce qu'on est qu'on utilise une bicyclette qu'on n'est pas obligé de respecter les règles du code de la route qui s'imposent à tous Ce les qui est usagers. intéressant d'ailleurs dans votre livre, justement, je voulais en venir là, donc, c'est que finalement vous touchez à énormément de thématiques. Bon, Oui. vous êtes passionné de cyclisme sportif, Mhm. vous me l'avez bien expliqué, mais finalement vous touchez donc tout ce qui est réglementation, qui est assez récent C'est ça, finalement au regard du nombre de cyclistes qu'on trouve maintenant en France. La loi s'est un petit peu durcie. Ici même à Bordeaux, des fois on a des opérations coup de poing. Mais je dirais qu'elle s'est presque pas assez durcie. Je pensais pas Ouais, ouais. à la répression, moi je pensais à la prévention. Par exemple, le casque Ah. n'est toujours pas obligatoire, ce qui me paraît être une hérésie. Il est obligatoire en course. Alors attention, Mais il est gros pas- débat en France et à l'étranger. On ne veut peut-être pas ouvrir le débat ici, mais Non, mais bon, moi je militerais quand même pour, hein. Sincèrement. je connais le débat, je veux pas rentrer Bon. dedans mais je comprends Je que vous titille un peu. Si Et ça oui, suffisait mais à vous roulez à sauver des qu'une vie, vitesses. ça serait pas Et mal. vous-même vous roulez à 35 ou 40 km/h. Oui, mais quand on Ça tombe d'un s'impose vélo, un casque, hein. oui, mais quand on, Mais quand nous on à tombe, 14-15 ouais. km/h en zone On tombe de urbaine. haut quand même d'un vélo, hein. Bah bon, Oui. vous faites comme vous voulez. La loi vous y autorise. Mais si vous vous permettez un conseil, portez un D'accord. casque. Ça, c'est un sujet intéressant. En tout cas, là où je voulais en venir, c'était aussi par rapport aux nouveaux aménagements qu'on trouve. Je sais que vous connaissez bien les véloroutes voies vertes. Oui. Est-ce que du coup, vous les empruntez Alors ça m'arrive parce que j'ai une maison j'ai la chance d'avoir une maison à Saumur, pas très loin de la Loire, et il y a un itinéraire qui s'appelle les 1000 km de la Loire, qui est en grande partie équipé pour une circulation cycliste fluide. Et il m'arrive parce que c'est un paysage magnifique, hein, majestueux. Moi, ça me fait rêver. Quand j'y suis en vacances, j'y vais tous les matins rouler un peu au bord de la Loire avant de m'échapper vers les coteaux pour les magnifiques paysages de ville. Mais le plaisir de longer la Loire en étant relativement protégé de la circulation automobile, qui n'est pas très dense, heureusement, à cet endroit-là, au bord d'un décor aussi majestueux, ça ajoute au bonheur. Là, vous faites du vélo, de la bicyclette, n'importe quoi, mais vous êtes au paradis. C'est vrai, une partie de Oui. rêverie. Donc les voies aussi, dédiées ouais. ou partagées, parce que certaines le sont, c'est évidemment un confort, parce qu'elles le sont assez souvent dans des beaux endroits. Il y a aussi la volonté de valoriser un patrimoine et d'emprunter vraiment des itinéraires culturellement riches, et c'est le cas au bord de la Loire, évidemment, mais sans doute ailleurs. Et voilà, c'est magnifique, ça, c'est évidemment des initiatives qu'il faut encourager. On y travaille, notamment à Vélophonie, puis évidemment à Vélocité. Et je voulais revenir aussi avec vous sur les questions de vélo sportif. Je sais que vous êtes un technicien aussi quelque part, puisque donc quand même dans votre ouvrage, il y a énormément de références à le vélo en tant qu'outil technique, Oui. combien de pièces, en tant qu'innovation aussi. Mhm. Et ça, c'est une partie que j'aimerais bien que vous développiez un peu plus. Bon, c'est bien développé dans le livre, mais par rapport au public, vous expliquez vraiment aussi ce qui vous plaît dans cet aspect-là. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que tous les cyclistes sont un peu bricoleurs. Donc, du coup, on est obligé on est toujours confronté à un problème de réglage de dérailleurs, de remplacement de chambres à air ou de boyaux pour les mieux équipés, de réglage aux hauteurs de selle ou de garde de frein. Donc, on est obligé de s'intéresser un peu à tout ce qui est mécanique. C'est assez simple parce que ce sont somme toute que des engrenages, des chaînes et des réglages avec des vis cruciformes, mais les réglages sont tellement fins que c'est parfois un peu chinois et qu'il vaut mieux recourir à un bon praticien, un très bon mécano. Il y en a d'excellents et ce sont de véritables artistes. Mais voilà, il y a cette passion, c'était une mécanique. C'est plus facile à comprendre qu'une voiture. Moi, je sais toujours pas comment marche un moteur à explosion. Le vélo, je crois commencer à comprendre à peu près après 53 ans. Je vois à peu près comment ça fonctionne. Même si des fois, j'arrive quasiment en larmes chez mon vélociste pour qu'il m'aide à régler un problème de passage de vitesse. Vous voyez, en larmes, j'exagère, mais vraiment très amoindri par ce problème que j'arrive pas à résoudre. Et l'autre aspect du sujet qu'on a tendance à oublier un peu aujourd'hui, c'est que le vélo a été longtemps, et en France aussi, je dirais même en France surtout, une industrie vivante qui a créé des emplois, qui a culturellement façonné des régions et qui a permis l'émergence de savoir-faire. Hein. Une grande partie des inventions classiques du vélo, qui ont donné naissance au vélo et à la bicyclette telles qu'on les connaît aujourd'hui, sont d'origine française. Le pédalier, ce sont Ernest et Pierre Michaud, Pierre et fils, Charon, Lorrain, installés à Paris, qui l'ont inventé et greffé sur la machine du baron Dre von Sauerborn, l'inventeur de la bicyclette en 1817. Eux ont greffé le pédalier, donc ont vraiment donné naissance
à l'objet vélo tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, en 1861. Il semblerait que quelques années plus tard, le roulement à billes ait été fixé sur le moyeu d'une roue par un charron aussi de Thouars, dans les Deux-Sèvres, dans les Nord Deux-Sèvres. Le pneu et la chambre à air sont des inventions française via Michelin, la chaîne est anglaise, mais donc voilà, les Français ont beaucoup fait pour le vélo, et il y a eu en France de magnifiques artisans fabricants de vélos, soit des industriels, Peugeot, Gitane, Stella à Nantes, j'en oublie vraiment, Manu France, bien entendu, Motobécane à Saint-Quentin dans l'Aisne, et puis aussi des artisans magnifiques qui travaillaient sur de petits volumes de fabrication, mais qui ont souvent équipé des champions locaux. Il y en avait sûrement à Bordeaux, je ne les connais pas, il en reste certains dans la région parisienne, Alex Singer n'étant pas le moindre. Il y avait les vélos Sifac à l'Homme, près de Tours, qui restent des artisans prestigieux. Alors, les progrès en matière de matériaux composites, et notamment de carbone, qui est le matériau qui s'impose aujourd'hui, ont délocalisé, hélas, cette fabrication, qui est aujourd'hui installée plutôt en Asie, et les métaux tels l'aluminium ou l'acier, qui sont moins utilisés aujourd'hui pour faire les vélos, qui avaient fait la gloire, la réputation des artisans français, et là, sont moins la côte. Du coup, les artisans français sont, et italiens aussi d'ailleurs, qui sont des grands fabricants sur mesure de vélos, ont évidemment vu leur activité réduite de manière drastique et dramatique, parce qu'il y a une perte de savoir-faire, notamment l'art de la soudure, qui est le truc le plus compliqué. On brase, on soude, on évite d'effondrer la matière. Enfin, il y avait tout un art, et avoir un bon soudeur pour un artisan, c'était quelque chose, c'était une perle rare, et il contribuait à faire votre réputation. C'est avec les finitions orfèvres, les soudures limées. Enfin, quand on voit un vieux vélo des années 50 ou 60, encore façonné à la main par des artisans, c'est magnifique, c'est émouvant. Oui, vraiment. Donc j'avais une question à poser au public, puisque la question 17, de combien de pièces se compose une bicyclette? Alors ça fait partie des questions fondamentales, je dirais, de ce livre. C'est un vaste puzzle. Alors, vélo de ville et puis vélo de course, c'est pas pareil. C'est des moyennes, parce qu'évidemment, je pense que le débat est sans fin. Mais... oui, voilà, c'est la vraie question. Et est-ce qu'il faut compter les billes déroulement une par une? Voilà. Alors, il y a des écoles qui s'affrontent. Toutes les pièces. Alors, il semblerait que s'il faille tout compter, on arrive à un chiffre impressionnant. Je ne savais pas. Vélo de ville, 735 pièces, et vélo de course, environ 1500. Voilà. C'est énorme. Voilà, donc il n'y a que des petits bouts. C'est assez surprenant. Voilà. Alors, quand on le démonte complètement, ça peut rendre fou. C'est un jeu. Oui, j'ai jamais essayé, limite, de peur de devenir fou. Le démonter, ça va, mais c'est pour le remonter après, je ne m'y aventurerai pas. Qu'est-ce que je voulais vous poser encore comme question? C'est vrai, on vous harcèle là, sur un livre de questions. Allez-y, profitez-en. Oui, une question, peut-être on va coller un petit peu plus à l'actualité. En ce moment, il se passe quelque chose d'important dans le monde, en particulier en France. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc le Tour de France. Et c'est vrai que je voulais qu'on aborde un petit peu ces sujets-là. Mais d'abord, en amont, est-ce que, une question que vous avez posée aussi dans votre livre, le vélo, est-ce que c'est bon pour la santé ou pas? Et effectivement, pour rebondir sur le Tour de France. Oui, c'est bon. Évidemment, c'est bon pour la santé. Alors, il ne faut pas tomber dans l'excès. Il y a une pratique quotidienne, régulière. C'est un sport atraumatique, sauf quand on tombe et qu'on ne porte pas de casque. Mais en principe, c'est une pratique atraumatique. Le fait de tourner les jambes permet de faciliter le drainage sanguin et le bon drainage des cartilages osseux des articulations. Donc ça maintient, évidemment, monsieur a raison de le souligner, en montrant sa poitrine, c'est très très bon pour le cœur. C'est un sport qui n'a qui ne provoque que des bienfaits. C'est pas mauvais pour le dos, contrairement à ce qu'on croit. Alors on a toujours j'ai mal aux fesses, j'ai mal au cou, etc. C'est des problèmes de posture et des douleurs qui disparaissent assez vite et qu'on oublie rapidement lorsque la pratique se répète. C'est à peu près comme la natation, à part qu'on n'en sort pas tout fripé, voilà, et qu'on a un peu plus chaud, mais c'est vraiment un sport qui a d'éminentes qualités. Alors vous me direz, mais pourquoi est-ce que les cyclistes professionnels, si c'est si bon pour la santé, prennent autant de médicaments? Voilà, ça c'est une question qui est insoluble, on ne peut pas y répondre vraiment, il n'y a qu'eux qui connaissent ce terrible secret, nous on peut que constater ces dérives-là. Mais on peut penser qu'à un moment donné, l'exigence de performance, et cela est valable pour d'autres pans de la société, pas uniquement pour l'activité sportive et la performance sportive, l'obligation de rendement, que souvent on attend on attend des salariés, et les champions cyclistes sont des salariés comme les autres, bien sûr, suppose que face à des épreuves plus dures, des exigences de spectacle toujours renouvelées de la part du public, qui a aussi une responsabilité dans le phénomène, il soit difficile de résister à la tentation d'absorber des adjuvants pour être à la hauteur des défis qui vous attendent ou du spectacle qu'on a promis. Voilà.
Après, il y a des ressorts intimes. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de Lance Armstrong. Je ne savais pas, hélas, ce qu'il y avait dans la tête de Marco Pantani. Eux seuls le savent. Hein, et ça porte souvent la marque de petits drames personnels. C'est pour ça qu'il y a une partie indicible. Ce qui fait aussi le charme de ce sport, c'est que les gens qu'on a adorés de manière très naïve et sincère, aujourd'hui, hier, demain sans doute, peuvent se révéler être d'infinis tricheurs. Est-ce que c'est pour ça qu'on les aime moins, finalement? C'est une de vos Peut-être questions, pas forcément. Peut-être que ce sport-là nous rend schizophrènes, nous aussi, les champions, et nous aussi. C'est-à-dire qu'on les admire pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire vraiment des gens qui pratiquent un sport qui impose beaucoup de sacrifices. Hein. Moi, j'en ai fait très peu, donc j'imagine que ça doit être pour un champion. C'est une grande partie de sa vie dédiée à ça, et on se prive de beaucoup de choses au nom de cet idéal-là. Et une fois qu'on a éteint notre poste de télé, qu'on a fini de regarder ce magnifique spectacle, on s'interroge sur ce à quoi on a vraiment assisté. Hein. Il y a une part de mascarade dans tout ça, évidemment. Bon, moi, je me débrouille avec ça tant bien que mal. Alors, c'est plus facile aujourd'hui que je n'arrive plus à l'équipe et que j'écris un peu moins sur le sport. À une époque, je me suis un peu arraché les cheveux, mais on avait une règle assez claire. Hein. Le dopage est hors la loi. Les gens qui utilisent le dopage sont des tricheurs. Il y a des règles. On respecte. La première règle du sport, c'est de respecter la règle. Si on ne la respecte pas, on s'expose à des exclusions, à des sanctions, à des punitions. Elles sont normales. En revanche, il n'y a pas de peine de mort. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a purgé sa sanction, on recommence. Il n'y a pas de peine définitive. Moi, je ne suis pas pour les suspensions à vie. Je trouve ça ridicule. Voilà, pour tout vous dire. Je pense qu'on a tous droit au moins à une deuxième chance. Et une autre question encore. Parmi ces 100 questions, peut-être, laquelle est votre question préférée? Votre réponse préférée? D'abord, je vais vous dire que je ne me souviens pas de toutes les questions. J'allais vous interroger. Je ne pourrais pas vous les réciter par cœur. On va dire peut-être. Celle que j'ai pris le plus de plaisir... rechercher, sur laquelle vous avez recherché, effectivement. Rechercher ou écrire, parce que c'est... Les deux. Ouais. Oui, pardon. Alors... Dites écrire. Oui. Celle où j'ai pris le plus de plaisir, je me suis le plus amusé à vraiment tenter d'écrire un truc un peu rigolo qui plaise au lecteur. Parce que ça me plaise à moi, bon, c'est pas si grave et pas si important finalement. C'est la différence entre le cyclo-sportif et le cyclo-touriste. Parce que là, j'ai rejoint les deux pratiques, j'ai pratiqué un peu les deux, et j'ai beaucoup d'affection pour l'un et l'autre. Alors, j'ai mis un peu d'humour et de dérision, parce que tout ça n'est pas si sérieux finalement. C'est croustillant d'ailleurs. Voilà. Et ça m'a plutôt amusé d'écrire ça. La question dont les recherches m'ont procuré le plus de satisfaction, c'est celle sur les inspirateurs du Tour. C'est-à-dire qu'on a longtemps cru que le Tour était créé. Il a été créé d'ailleurs par Henri Desgranges quelques mois avant l'été 1903 sur une idée de Géo Lefebvre et avec le support financier de Victor Godet, qui était ses adjoints au journal L'Auto Vélo, devenu L'Auto. Et on s'aperçoit, Desgranges lui-même l'a confessé en 1921, qu'à vrai dire, il s'était inspiré de glorieux pionniers de la fin du XIXe siècle. Pour l'un, compagnon du Tour de France, pour l'autre, aventurier, qui s'était lancé dans les Tours de France, alors un professionnel et l'autre vraiment simplement personnel et presque poétique, sur les machines du fameux baron amélioré par la famille Michaud, et que discutant avec l'un des survivants de cette aventure, je crois que c'est Jean-Marie Corre, il me semble, ou c'est peut-être Théodore Joyeux, je ne sais plus lequel des deux, enfin ils ont fait tous les deux un périple magnifique. Il s'est dit, mais pourquoi pas un jour créer une épreuve sportive qui reprendrait cette idée de Tour de France. Ce qu'il a fait finalement. Donc il semblerait que la véritable racine de cette épreuve que le monde entier nous envie et qu'on regarde avec toujours beaucoup d'amour, de nostalgie et de plaisir, soit à rechercher du côté de ces pionniers-là et pas simplement dans le cerveau génial de ces trois journalistes. Est-ce qu'il y a une question que vous n'avez pas mise mais que vous auriez bien aimé une 101e question? On aurait pu en faire 1000 ou 10 000 à vrai dire, parce que le vélo est tellement riche d'anecdotes, de souvenirs, de champions, d'évocations artistiques et de souvenirs personnels qu'il fallait bien s'arrêter à un moment donné. Donc non, il y a pas de... Non, j'ai pas de... Peut-être que vous, il vous en manque une, c'est à vous de le dire. Moi, non, il me semble que le choix, on en avait 150 au début, on était parti 150, et François-Guillaume Laurin, qui est l'éditeur avec lequel j'ai travaillé, que je remercie devant vous, qui est un véritable romancier par ailleurs, on a travaillé pour resserrer et faire que le récit soit cohérent, qu'on ait à la fois du sport, de la pratique, de la bicyclette, du vélo, un peu de technique, un peu de souvenirs personnels aussi. D'ailleurs, ce que j'ai, ce sont les vôtres, hein, on partage à peu près tous les mêmes. Hein, voilà. Le vélo, c'est du patrimoine intime et c'est du patrimoine partagé. Nostalgie parfois aussi. Oui. Hein. Oui, beaucoup. Oui. Alors une petite conclusion peut-être. Une petite conclusion. Alors voilà, il y a un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Henri Calais, qui était proche d'un écrivain bordelais qui
s'appelle Raymond Guérin. Conclusion littéraire. Voilà. Et Raymond Calais, à la fin de son livre magnifique, Le Tout sur le Tout, demande qu'on lui laisse encore un peu de temps pour boucler la boucle. Moi, le vélo m'a permis de boucler des boucles personnelles, vous l'avez compris, j'en parle au début du livre, qui ont des rapports avec les miens, l'histoire de ma famille, j'en ai parlé tout à l'heure, ma propre histoire. Et le vélo, c'est la propre invention la plus instable que l'homme ait jamais donnée à l'humanité. Et c'est une invention qui ne tient que par l'équilibre et la vitesse qu'on lui donne. Et bien sur cette chose instable, grâce à l'équilibre et à la vitesse, j'ai construit une assez grande partie de ma vie finalement. Et jusqu'à ce livre-là, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à le lire. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le partager avec vous ce soir. C'est croustillant, c'est ça. Moi, je pense qu'on peut vous remercier et vous applaudir. Merci à vous.